Il existe un silence que seuls certains hommes connaissent. Ce n'est pas le silence de la paix, mais celui du poids. Un silence intérieur qui pèse comme une pierre dans la poitrine, qui accompagne chaque décision, chaque mouvement, chaque respiration. Tu le reconnais, n'est-ce pas? Cette sensation de porter quelque chose d'invisible que personne d'autre ne voit. Quelque chose que tu ne peux nommer, mais qui est toujours là. Comme une ombre qui te suit même quand tu essaies d'avancer. Jung a passé des décennies à étudier ce phénomène. Et ce qu'il a découvert change tout ce que nous croyons savoir sur ce qui rend un homme véritablement imparable. Parce que contrairement à ce que la société nous a enseigné, ce n'est pas la force extérieure, ni l'ambition démesurée, ni même la capacité de dominer qui crée cette qualité rare. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui se passe dans les régions les plus sombres de la psyché, là où la plupart des hommes refusent d'aller. Les neurosciences modernes confirment ce que Jung pressentait intuitivement il y a un siècle. Antonio Damasio a démontré que notre force véritable ne vient pas de notre capacité à supprimer nos émotions, mais de notre capacité à les intégrer dans une cohérence interne profonde. Joseph Ledoux a révélé comment les circuits émotionnels qui nous effraient le plus sont précisément ceux qui contiennent de notre plus grande puissance latente. Et pourtant, la majorité des hommes passent leur vie entière à fuir cette intégration, à construire des murs de plus en plus épais autour de ce qu'ils considèrent comme leur faiblesse, sans comprendre que ces murs deviennent leur propre prison. Regarde autour de toi. Combien d'hommes connais-tu qui semblent forts en surface, mais qui s'effondrent au moindre coup dur émotionnel? Combien portent un masque de confiance, tout en étant rongés par le doute intérieur? Combien accumulent les succès extérieurs tout en ressentant ce vide existentiel qui ne se remplit jamais? La psychologie profonde révèle que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une faiblesse personnelle, c'est le résultat d'un mécanisme précis que Freud appelait le refoulement et que Jung a étendu avec son concept d'ombre. Chaque fois qu'un homme rejette une partie de lui-même, chaque fois qu'il dit « je ne suis pas comme ça », ou « cette émotion n'est pas acceptable », il crée une fracture dans sa psyché. Et ces fractures s'accumulent, année après année, jusqu'à créer une structure psychologique fragile qui peut s'effondrer à tout moment. Richard Davidson a prouvé à travers ses recherches sur la neuroplasticité que notre cerveau peut se recabler complètement, mais seulement si nous acceptons de faire face à ce que nous avons enfoui. L'homme imparable n'est pas celui qui n'a jamais été brisé, c'est celui qui a accepté ses fractures et qui les a intégrées dans une structure plus forte, plus authentique, plus enracinée dans la vérité de qui il est vraiment. Frankl disait que le sens ne se trouve pas dans l'évitement de la souffrance, mais dans la transformation de cette souffrance en quelque chose de plus grand. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble. Ce que je vais te révéler maintenant va transformer à jamais ta compréhension de ce qui crée la vraie force masculine. Il ne s'agit pas de motivation passagère, ni de techniques superficielles, ni de mantras positifs qui s'évaporent dès que la vie frappe fort. Il s'agit de mécanismes psychologiques profonds que Jung, Freud, Adler et les neurosciences modernes ont mis des décennies à comprendre. Ces mécanismes fonctionnent dans l'ombre de ta conscience. Ils dictent tes réactions, ils créent tes patterns, ils déterminent si tu vas t'effondrer ou te transformer face à l'adversité. Daniel Siegel parle d'intégration neuronale, cette capacité du cerveau à créer des connexions entre différentes parties de nous-mêmes qui semblaient incompatibles. C'est exactement ce processus qui sépare les hommes qui restent bloqués dans les mêmes cycles de ceux qui évoluent continuellement. Stephen Porges a révélé à travers sa théorie polyvagale que notre système nerveux lui-même peut être reprogrammé, que les réponses automatiques de peur et de retrait peuvent être transformées en réponses de connexion et de courage. Mais cette transformation exige quelque chose que la plupart des hommes ne sont pas prêts à donner. Elle exige une honnêteté brutale avec soi-même. Elle exige de descendre dans les caves de sa propre psyché et d'affronter ce qui s'y cache.
Camus affirmait que l'absurde révèle notre véritable nature, que c'est dans la confrontation avec ce qui n'a pas de sens que nous créons notre propre signification. Et c'est ce voyage que nous allons entreprendre ensemble, un voyage vers cette qualité rare qui fait qu'un homme devient véritablement imparable. As-tu déjà ressenti cette honte secrète qui surgit quand tu te retrouves seul avec tes pensées? Ce moment où tu vois clairement tes propres faiblesses, tes peurs non avouées, tes désirs que tu juges inacceptables, tes parts de toi-même que tu as appris à détester. La plupart des hommes vivent dans une guerre constante avec eux-mêmes, une guerre silencieuse qui consomme une quantité incroyable d'énergie psychique. Ils se lèvent chaque matin et endossent une armure invisible, construite pièce par pièce depuis l'enfance. Une armure qui leur dit comment un homme doit être, comment il doit agir, ce qu'il doit ressentir et surtout ce qu'il ne doit jamais montrer. Cette armure devient tellement partie intégrante de leur identité qu'ils oublient qu'il existe un être humain réel en dessous, un être humain avec toute sa complexité, ses contradictions, sa sensibilité cachée. Jung a découvert que ce que nous rejetons le plus violemment en nous-mêmes ne disparaît jamais. Cela forme ce qu'il appelait l'ombre, cette partie de notre psyché qui contient tout ce que notre ego conscient refuse d'accepter. Et voici ce qui est fascinant, cette ombre n'est pas composée uniquement de aspects négatifs. Elle contient aussi une puissance énorme, des talents refoulés, une créativité bridée, une force vitale que nous avons appris à considérer comme dangereuse. La faiblesse que tu combats est précisément la force que tu refuses d'intégrer. Lis cette phrase encore une fois, laisse-la pénétrer. Chaque aspect de toi-même que tu as rejeté contient une énergie qui pourrait te propulser vers l'avant si seulement tu acceptais de la reconnaître. L'homme qui a peur de sa propre sensibilité rejette précisément la qualité qui lui permettrait de créer des connexions profondes et authentiques. L'homme qui combat sa colère refuse d'accéder à cette force assertive qui lui permettrait de défendre ses limites et de se respecter. L'homme qui nie sa vulnérabilité se prive de cette ouverture qui est la seule porte vers la véritable intimité et la croissance réelle. Freud a démontré dans sa pratique analytique que les mécanismes de défense que nous construisons pour protéger notre ego finissent par nous emprisonner dans des patterns rigides qui nous empêchent d'évoluer. Ces mécanismes fonctionnent de manière automatique, en dehors de notre conscience, créant des réactions compulsives qui sabotent nos relations, nos projets, notre bien-être. Joseph Ledoux a révélé comment l'amygdale crée des circuits de peur basés sur des expériences passées, et comment ces circuits continuent de nous contrôler des années plus tard si nous ne les confrontons pas consciemment. L'acceptation radicale de l'ombre n'est pas une capitulation. C'est le premier acte de vraie force. C'est le moment où tu cesses de dépenser ton énergie à te battre contre toi-même et où tu commences à l'utiliser pour construire quelque chose de plus grand. Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration, disait que le sens naît précisément dans notre capacité à accepter ce qui est, même quand c'est insupportable, et à choisir notre attitude face à cette réalité. Cette acceptation n'est pas passive. Elle est profondément active, elle demande un courage immense, parce qu'elle implique de lâcher l'image idéalisée de qui tu penses devoir être pour embrasser la réalité complète de qui tu es vraiment. Les recherches en neuroplasticité montrent que notre cerveau ne peut se transformer que lorsque nous cessons de résister à ce qui est présent. Richard Davidson a prouvé que la pratique de l'acceptation modifie littéralement la structure de nos circuits neuronaux, créant plus de flexibilité, plus de résilience, plus de capacité à naviguer dans la complexité émotionnelle. Mais cette transformation exige que tu regardes en face ce que tu as passé des années à éviter. Commence par observer sans juger. Assieds-toi dans le silence et permets à ces aspects refoulés de remonter à la surface. Quand la honte surgit, ne la repousse pas, regarde-la avec curiosité. Quand la peur apparaît, ne la nie pas, demande-lui ce qu'elle essaie de protéger. Quand la colère monte, ne la supprime pas, comprends quelle limite a été violée.
Jung disait que ce que tu intègres te libère, ce que tu rejettes te contrôle. Chaque partie de toi-même que tu acceptes diminue le pouvoir de l'ombre sur ta vie. Les études en théorie de l'attachement révèlent que les hommes qui ont appris dès l'enfance à réprimer certaines émotions développent des patterns relationnels dysfonctionnels à l'âge adulte, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'intégrer ces aspects d'eux-mêmes dans une identité cohérente. Boris Cyrulnik démontre que la résilience véritable ne vient pas de l'endurcissement, mais de la flexibilité psychologique, de la capacité à s'adapter sans se fracturer, à plier sans se briser. Mais voici ce que personne ne te dit. L'acceptation de l'ombre n'est que le premier pas. Beaucoup d'hommes s'arrêtent là. Ils font le travail d'introspection, ils reconnaissent leur part refoulée, ils comprennent intellectuellement le concept, mais rien ne change vraiment dans leur vie. Pourquoi? Parce que la connaissance sans action reste stérile. Adler a révélé une vérité fondamentale sur la motivation humaine. Nous ne changeons pas par la simple prise de conscience, nous changeons par l'action répétée qui crée de nouveaux chemins neurologiques. Et c'est là que ça devient vraiment troublant, parce que cette deuxième couche exige quelque chose que notre cerveau combat avec toute son énergie. Cette résistance intérieure qui te paralyse juste avant d'agir, tu la connais intimement. Ce moment où tu sais exactement ce que tu devrais faire, mais où ton corps refuse de bouger. Ce moment où toutes les excuses logiques apparaissent soudainement, où tu te convaincs que demain sera un meilleur jour, où tu trouves 1000 raisons rationnelles pour reporter encore une fois. Cette résistance n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus puissant. Lisa Feldman Barrett explique que le cerveau fonctionne comme une machine prédictive. Il essaie constamment d'anticiper l'avenir basé sur le passé. Et quand tu t'apprêtes à faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui sort de tes patterns habituels, ton cerveau interprète cela comme une menace potentielle. Les circuits neuronaux établis depuis des années, peut-être des décennies, se mobilisent pour te ramener vers ce qui est familier, même si ce qui est familier te fait souffrir. C'est ce que Freud appelait la résistance du moi, cette force psychique qui préfère la souffrance connue à l'incertitude du changement. L'homme imparable n'attend pas la motivation, il construit la discipline malgré le chaos intérieur. Cette phrase contient la clé que la plupart des hommes cherchent toute leur vie, sans la trouver. La motivation est une émotion. Elle vient et elle part. Elle dépend de facteurs externes, de ton humeur, de ton énergie du moment. La discipline est une structure. C'est un système que tu construis consciemment et qui fonctionne indépendamment de tes états émotionnels. Daniel Siegel parle d'intégration préfrontale. Cette capacité du cortex préfrontal à réguler les impulsions émotionnelles venant des régions limbiques plus primitives du cerveau. Mais cette intégration ne se développe pas par la simple volonté, elle se développe par la répétition d'actions spécifiques qui créent littéralement de nouvelles connexions neuronales. Richard Davidson a prouvé que chaque fois que tu agis, malgré la résistance, tu renforces les circuits de contrôle exécutif, tu rends un peu plus facile la prochaine action, tu construis progressivement une infrastructure neurologique qui supporte tes intentions. Adler a découvert que les hommes qui réussissent à transformer leur complexe d'infériorité en force motrice sont ceux qui développent ce qu'il appelait une finalité fictive, constructive, un but qui les tire vers l'avant même quand tout le reste s'effondre. Mais attention, ce but ne peut pas être externe, il ne peut pas dépendre de la validation des autres ou de l'accumulation de succès matériels. Il doit venir de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui résonne avec ton self authentique, pour utiliser le terme de Jung. Les recherches en neurosciences motivationnelles montrent que les circuits de récompense du cerveau fonctionnent différemment selon que la motivation vient de l'extérieur ou de l'intérieur. Quand tu agis pour impressionner les autres ou pour obtenir leur approbation, tu actives des circuits dopaminergiques qui créent une dépendance et qui s'épuisent rapidement. Quand tu agis depuis une motivation intrinsèque profonde, tu actives des circuits différents qui génèrent une satisfaction durable et une énergie renouvelable.
Marc Aurèle enseignait que la volonté souveraine est cette capacité à choisir ta réponse, indépendamment des circonstances externes. Ce n'est pas une question de forcer ton chemin à travers la résistance par la pure force brute, c'est une question de reconnaître la résistance, de l'accepter comme une partie normale du processus et de choisir l'action quand même. Commence microscopique, commence tellement petit que ton cerveau ne peut même pas mobiliser sa résistance habituelle. Si tu veux développer une pratique de méditation, ne commence pas par 1 heure, commence par 3 respirations conscientes. Si tu veux transformer ta condition physique, ne commence pas par 2 heures de gym, commence par 5 minutes d'étirement. Le cerveau résiste aux grands changements, mais il accepte les micro-ajustements. Et une fois que le micro-ajustement devient automatique, tu peux l'étendre progressivement. Cette stratégie n'est pas une astuce psychologique superficielle, c'est basé sur la compréhension profonde de comment la neuroplasticité fonctionne réellement. Stanislas Dehaene a démontré que la conscience et l'attention ont une capacité limitée. Nous ne pouvons traiter qu'une quantité restreinte d'informations à la fois. Quand tu essaies de changer trop de choses simultanément, tu satures tes circuits attentionnels et tu retombes inévitablement dans les automatismes anciens. Mais quand tu changes une micro-habitude à la fois, tu utilises cette capacité attentionnelle limitée de manière stratégique, tu crées un changement qui peut s'ancrer profondément avant de passer au suivant. La discipline n'est pas cruauté envers soi, c'est la forme la plus profonde d'amour de soi. C'est reconnaître que ton futur self mérite que ton présent self fasse des choix qui le servent, même quand ces choix sont inconfortables dans l'instant. Mais même la discipline la plus parfaite échoue sans ce 3e élément invisible que la plupart des hommes ne découvrent jamais. Tu peux intégrer ton ombre, tu peux construire une discipline d'acier, mais si tu restes attaché à quelque chose de toxique, tu resteras prisonnier. Et cette chose toxique, c'est le besoin de validation externe, c'est cette dépendance subtile au regard des autres qui dicte tes choix les plus importants sans que tu t'en rendes compte. Ce poids invisible des attentes des autres, tu le portes depuis tellement longtemps que tu ne le remarques même plus. C'est comme une charge sur tes épaules qui est devenue tellement familière que tu as oublié comment c'est de marcher sans elle. Chaque décision que tu prends passe par ce filtre inconscient. Est-ce que cela va impressionner? Est-ce que cela va être approuvé? Est-ce que cela va confirmer l'image que les autres ont de moi? Et le plus insidieux, c'est que ce processus se déguise en ambition légitime, en désir de réussite, en motivation de faire mieux. Mais en dessous, c'est souvent une peur profonde, la peur de ne pas être assez, la peur du rejet, la peur de décevoir. Jung a passé des années à analyser la différence entre la persona et le self. La persona est ce masque social que nous construisons pour naviguer dans le monde. C'est l'image que nous projetons, le rôle que nous jouons. Et c'est nécessaire jusqu'à un certain point. Nous vivons en société et nous avons besoin de cette interface. Mais le problème surgit quand la persona devient si dominante que nous oublions qu'il existe un self authentique en dessous, quand nous nous identifions tellement au masque que nous perdons contact avec qui nous sommes vraiment. Tu ne seras jamais libre, tant que ton estime dépend du miroir que les autres te tendent. Cette vérité est brutale, mais elle est libératrice. Tant que tu cherches à l'extérieur la confirmation de ta valeur, tu donnes ton pouvoir à des forces que tu ne contrôles pas. Matthew Lieberman a révélé à travers ses recherches en neurosciences sociales que notre cerveau est câblé pour la connexion, pour l'appartenance, pour la lecture des signaux sociaux. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une caractéristique de l'évolution humaine qui nous a permis de survivre en groupe. Le problème n'est pas ce besoin fondamental de connexion. Le problème est quand ce besoin devient une dépendance qui dicte nos choix les plus profonds. Les études en théorie de l'attachement montrent que les hommes qui ont développé un attachement anxieux dans l'enfance passent leur vie adulte à chercher une validation qui ne vient jamais vraiment. Parce que même quand elle vient, ils ne peuvent pas l'intégrer, ils restent dans ce doute constant qui demande toujours plus de preuves. Sénèque enseignait que la liberté intérieure est la seule vraie liberté, que tu peux être enchaîné physiquement et libre psychiquement,
ou libre physiquement et enchaîné psychiquement. Le détachement du regard extérieur n'est pas de l'indifférence froide, ce n'est pas devenir insensible aux autres ou mépriser leur opinion. C'est développer un centre de gravité interne tellement solide que tu peux écouter les opinions externes sans être ébranlé par elles, que tu peux recevoir les critiques sans t'effondrer et les compliments sans t'enorgueillir. C'est cette souveraineté psychique qui permet de rester ancré dans ta propre vérité peu importe les tempêtes externes. Freud parlait du surmoi, cette instance psychique qui internalise les règles et les attentes parentales et sociales. Le surmoi est nécessaire pour vivre en société, mais quand il devient tyrannique, quand il nous persécute avec des exigences impossibles, quand il nous juge constamment selon des standards externes, il nous vole notre énergie vitale. Le détachement commence par une question simple mais profonde que tu dois te poser régulièrement. Pour qui je fais cela vraiment? Quand tu choisis un projet, un travail, une relation, une action, demande-toi honnêtement, est-ce que je fais cela parce que cela résonne avec mon self authentique ou est-ce que je le fais pour maintenir une image, pour éviter la désapprobation, pour gagner l'admiration? Cette question doit devenir un réflexe, une pratique quotidienne d'honnêteté radicale avec « aime toi-même ». Au début, tu vas découvrir que beaucoup de tes choix sont motivés par ce besoin de validation externe. Et c'est normal, c'est le résultat de conditionnements profonds. Mais la simple prise de conscience commence déjà à créer de l'espace. Elle introduit un moment de pause entre le stimulus et la réponse automatique. Antonio Damasio a découvert que la cohérence entre nos états internes et nos expressions externes est essentielle pour le bien-être psychologique. Quand il y a une dissonance constante entre ce que nous ressentons réellement et ce que nous montrons, entre qui nous sommes et qui nous prétendons être, cette dissonance crée un stress neurologique chronique qui épuise nos ressources mentales. Mais voici le paradoxe profond que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Le vrai détachement du regard extérieur améliore paradoxalement la qualité de tes relations. Quand tu cesses de chercher désespérément l'approbation, tu deviens plus authentique, plus présent, plus capable de vraies connexions. Les gens sentent quand tu es libre, quand tu n'as pas besoin d'eux pour te sentir complet, et ironiquement, c'est précisément cette liberté qui attire les relations les plus profondes et les plus satisfaisantes. Camus affirmait que la solitude existentielle est notre condition fondamentale, que nous sommes ultimement seuls face aux grandes questions de la vie, et que c'est précisément cette acceptation qui nous permet de créer des connexions authentiques plutôt que des dépendances déguisées en amour. Ce détachement te prépare pour quelque chose d'encore plus profond, quelque chose que tu portes probablement depuis longtemps sans comprendre sa valeur. Cette douleur que tu considères comme un fardeau inutile, ces traumatismes invisibles qui sabotent en silence, ces expériences difficiles que tu voudrais effacer de ta mémoire, tout cela contient un potentiel de transformation que tu n'imagines même pas. Cette douleur que tu portes comme un fardeau inutile, regarde-la vraiment, pas avec le regard qui juge ou qui veut qu'elle disparaisse, mais avec un regard différent, un regard qui cherche à comprendre ce qu'elle a créé en toi. Chaque homme porte des traumatismes invisibles, des blessures qui ne laissent pas de cicatrices visibles, mais qui modifient profondément la structure de sa psyché. Peut-être c'est un père absent ou présent, mais émotionnellement indisponible. Peut-être c'est une humiliation vécue à l'adolescence qui a créé une honte profonde autour de ta masculinité. Peut-être c'est une trahison qui t'a appris à ne plus faire confiance. Peut-être c'est une accumulation de rejets qui t'ont convaincu que tu n'es pas digne d'amour. Ces expériences ne sont pas juste des souvenirs du passé, elles sont actives dans ton présent, elles créent des patterns de comportement, elles déclenchent des réactions émotionnelles disproportionnées, elles sabotent tes relations et tes projets de manière que tu ne comprends pas toujours. Freud a révélé le phénomène de la répétition compulsive, cette tendance inconsciente à recréer les mêmes situations traumatiques encore et encore, pas parce que nous le voulons, mais parce que notre psyché essaie désespérément de résoudre quelque chose qui n'a jamais été intégré. La souffrance non intégrée te détruit, la souffrance conscientisée te forge.
Lis cette phrase lentement. Laisse-la résonner dans les parties de toi qui ont mal. L'intégration dont parle Jung n'est pas une acceptation passive. Ce n'est pas se résigner à la douleur, c'est un processus actif de transformation où tu prends cette matière brute de la souffrance et tu la transmutes en sagesse, en profondeur, en compassion, en force. C'est l'alchimie psychologique dont parlaient les anciens, cette capacité mystérieuse de transformer le plomb de l'expérience traumatique en or de la conscience élargie. Adler a démontré que certains hommes utilisent leurs blessures comme excuse pour rester petits, pour justifier leur inaction, pour se complaire dans le rôle de victime. Mais d'autres hommes utilisent exactement les mêmes blessures comme carburant pour leur individuation, comme motivation pour devenir quelque chose de plus grand que ce que le traumatisme voulait faire d'eux. Stephen Porges a révélé à travers sa théorie polyvagale que les traumatismes créent des changements dans notre système nerveux autonome. Ils modifient nos réponses automatiques au stress, ils nous laissent soit en état d'hypervigilance constante, soit en état de shutdown émotionnel. Ces changements neurologiques ne sont pas permanents. Le système nerveux peut être régulé à nouveau, mais cela demande un travail conscient et soutenu. Boris Cyrulnik, ce neuropsychiatre qui a survécu à l'Holocauste enfant, démontre que la résilience n'est pas une qualité innée que certains possèdent et d'autres non, c'est une capacité qui se construit à travers des relations soutenantes et à travers le processus de donner du sens à l'expérience traumatique. La différence entre l'homme qui reste brisé et l'homme qui se reconstruit plus fort n'est pas dans la sévérité du traumatisme, c'est dans sa capacité à créer une narrative de sens autour de cette expérience. Viktor Frankl, qui a vécu l'horreur des camps de concentration nazis, disait que le sens naît précisément dans notre capacité à choisir notre attitude face à la souffrance inévitable. Il a vu des hommes s'effondrer dans des conditions légèrement difficiles et d'autres maintenir leur dignité et leur humanité dans les conditions les plus extrêmes imaginables. La différence n'était pas dans les circonstances externes, elle était dans cette capacité intérieure à créer du sens même là où tout semble absurde. Ce processus de création de sens n'est pas intellectuel, ce n'est pas trouver une explication rationnelle qui justifie la souffrance. C'est quelque chose de plus profond, c'est permettre à l'expérience traumatique de te briser ouvert vers une conscience plus grande, vers une compassion plus profonde, vers une compréhension plus nuancée de la condition humaine. Les recherches en neuroplasticité post-traumatique montrent que le cerveau des personnes qui ont transformé leur traumatisme en croissance présente des caractéristiques spécifiques. Richard Davidson a découvert que ces individus ont développé une activation accrue du cortex préfrontal gauche, la région associée à l'approche positive et à la résilience, et une diminution de l'activation de l'amygdale, la région de la peur. Mais cette transformation ne se fait pas automatiquement avec le temps, contrairement au cliché que le temps guérit toutes les blessures. Le temps seul ne fait que enterrer le traumatisme plus profondément. C'est le travail conscient avec le traumatisme, cette volonté de revisiter la douleur avec une compassion adulte, de comprendre comment elle a façonné tes défenses et tes patterns, et de choisir consciemment de créer quelque chose de nouveau à partir de cette compréhension. Commence par revisiter ta douleur, non pas pour te complaire dedans, mais pour la comprendre avec les yeux d'un adulte sage, plutôt qu'avec les yeux de l'enfant blessé qui l'a vécu. Qu'est-ce que cette expérience t'a appris sur toi-même? Qu'est-ce qu'elle t'a appris sur les autres? Qu'est-ce qu'elle t'a appris sur la vie? Comment a-t-elle façonné tes valeurs? Comment a-t-elle créé ta sensibilité particulière? Comment a-t-elle développé certaines de tes forces? Parce que voici la vérité paradoxale, tes plus grandes forces sont souvent nées directement de tes plus grandes blessures. L'homme qui a appris à se protéger émotionnellement développe souvent une capacité d'analyse psychologique profonde. L'homme qui a vécu le rejet développe souvent une sensibilité exceptionnelle aux dynamiques sociales. L'homme qui a dû se débrouiller seul développe souvent une résilience et une autosuffisance remarquables. Mais cette transformation exige quelque chose que la plupart des hommes refusent catégoriquement. Elle exige que tu descendes dans la solitude fertile,
que tu crées un espace de silence intentionnel où cette alchimie peut opérer. Et c'est terrifiant parce que dans ce silence, tu te retrouves face à tout ce que tu as fui. Cette solitude qui terrifie mais qui appelle. Tu l'entends, n'est-ce pas? C'est ce murmure intérieur qui te dit qu'il existe quelque chose de plus profond, quelque chose d'essentiel que tu ne peux découvrir que seul. Mais nous vivons dans un monde qui conspire contre la solitude fertile. Un monde de distractions constantes, de notifications incessantes, de bruit externe qui remplit chaque espace vide. Et la plupart des hommes collaborent avec cette conspiration parce que le silence intérieur leur fait peur. Dans ce silence, les défenses s'affaiblissent, les pensées refoulées remontent à la surface, les émotions évitées demandent à être ressenties. C'est beaucoup plus facile de rester occupé, de consommer du contenu sans fin, de remplir chaque moment avec du stimulus externe. Mais cette fuite constante a un prix. Elle t'empêche d'accéder à cette profondeur où la vraie transformation se produit. Jung disait que la nécessité du retrait pour l'individuation n'est pas optionnelle. C'est une exigence du processus. Tu ne peux pas devenir qui tu es vraiment dans le bruit constant des opinions et des attentes externes. Tu as besoin de périodes de solitude où tu peux entendre ta propre voix intérieure, où tu peux dialoguer avec ton inconscient, où tu peux intégrer les insights qui émergent du silence. L'homme imparable ne fuit pas la solitude, il l'utilise comme forge de son âme. Cette métaphore est précise. La forge est un endroit de chaleur intense où le métal brut est transformé en outil ou en arme à travers un processus contrôlé de chaleur et de martèlement. La solitude fertile est cette forge où ta psyché peut être transformée, où les aspects disparates de toi-même peuvent être intégrés, où la confusion peut se cristalliser en clarté. Mais comme dans toute forge, il faut accepter la chaleur, il faut accepter l'inconfort du processus. Adler parlait de la différence entre le besoin social sain et la dépendance sociale pathologique. Le besoin social est cette capacité de connexion authentique qui enrichit notre expérience humaine. La dépendance sociale est cette incapacité à être seul avec soi-même, cette fuite constante vers les autres pour échapper à son propre vide intérieur. Les hommes qui ont développé cette dépendance remplissent leur vie de relations superficielles, de connexions qui ne nourrissent pas vraiment, mais qui créent l'illusion de ne pas être seul. Stanislas Dehaene a démontré que la conscience réflexive, cette capacité de se regarder soi-même, penser, de métacogner sur nos propres processus mentaux, nécessite un certain niveau de calme attentionnel. Quand notre attention est constamment fragmentée par des stimulus externes, nous perdons cette capacité de réflexion profonde. Nous restons à la surface de notre propre expérience. Les neurosciences de l'introspection révèlent que certaines régions du cerveau, particulièrement dans le cortex préfrontal médian, s'activent spécifiquement pendant les périodes de pensée autoréférentielle, quand nous réfléchissons sur nous-mêmes, sur nos valeurs, sur notre identité. Mais ces régions ont besoin de silence pour fonctionner optimalement. Elles ne peuvent pas opérer dans le chaos du multitasking constant et de la stimulation perpétuelle. Albert Camus affirmait que la solitude existentielle est notre condition fondamentale, que nous sommes ultimement seuls face aux grandes questions de la vie. Mais loin d'être déprimante, cette reconnaissance peut être profondément libératrice. Quand tu acceptes cette solitude existentielle, tu cesses d'attendre que quelqu'un d'autre te complète. Tu cesses de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Sénèque enseignait que les sages cherchent la solitude, non pas pour fuir les autres, mais pour se retrouver eux-mêmes, pour cultiver cette richesse intérieure qui rend ensuite la compagnie des autres beaucoup plus significative. La solitude fertile n'est pas l'isolement amer et misanthrope, c'est cette capacité de se retirer temporairement pour approfondir sa connexion avec son self authentique. Crée des espaces de silence intentionnel quotidiens, même si c'est juste 15 minutes. Éteins tous les appareils, assieds-toi dans un endroit où tu ne seras pas dérangé, et permets simplement au silence de t'envelopper.
Au début, ton esprit va résister. Il va produire 1000 pensées urgentes, 1000 choses que tu devrais faire, 1000 distractions internes. C'est normal, c'est la résistance habituelle. Mais si tu maintiens la pratique, si tu reviens jour après jour à ce rendez-vous avec toi-même, quelque chose commence à changer. Les pensées superficielles s'apaisent progressivement et des insights plus profonds commencent à émerger. Des réponses à des questions que tu portais depuis longtemps surgissent spontanément. Des connexions entre différentes parties de ton expérience se révèlent. Daniel Siegel parle de cette capacité d'intégration qui se développe dans la pratique méditative régulière, cette capacité du cerveau à créer des ponts entre différentes régions neuronales permettant une compréhension plus holistique de soi-même. Cette solitude révèle une vérité que personne n'ose dire, une vérité qui va tout changer dans ta façon de vivre. Dans ce silence profond, tu vas découvrir quelque chose d'essentiel. Tu vas découvrir que tu as passé la majeure partie de ta vie à jouer un personnage, à performer une version de toi-même que tu pensais acceptable, désirable, admirable. Et cette performance t'a épuisé jusqu'à l'os. Cette fatigue de jouer un personnage, tu la sens dans tes os. C'est une fatigue qui ne part pas avec le repos physique, une fatigue existentielle qui s'accumule année après année de performance continue. Combien d'interactions as-tu aujourd'hui où tu étais vraiment toi-même? Combien de conversations as-tu eues où tu as dit exactement ce que tu pensais sans le filtrer à travers 1000 calculs sur comment cela serait reçu? Combien de décisions as-tu prises basées sur ce que tu voulais vraiment plutôt que sur ce qui était attendu de toi? Pour la plupart des hommes, les réponses à ces questions sont déchirantes. Nous passons la majorité de notre temps à ajuster notre comportement, à moduler notre expression, à performer une version édulcorée ou amplifiée de nous-mêmes selon ce que nous pensons que la situation demande. Et cet ajustement constant, ce monitoring perpétuel de soi-même, cette censure automatique de nos impulsions authentiques, tout cela consomme une quantité énorme d'énergie psychique. Jung parlait de la mort de la persona et de la naissance du self comme d'un processus nécessaire mais terrifiant. La persona, ce masque social que nous avons construit si soigneusement, doit mourir pour que le self authentique puisse émerger. Et cette mort ressemble à une mort réelle. Elle s'accompagne de peur, de résistance, de deuil pour toutes ces années investies dans la construction du masque. Dire ta vérité coûte des relations, la terre coûte ton âme. Voici l'équation brutale que chaque homme doit affronter à un moment de sa vie. Quand tu commences à vivre depuis ton authenticité, certaines personnes ne vont pas aimer cela. Des relations qui semblaient solides vont se révéler être basées sur ta compliance, sur ta capacité à jouer le rôle qu'ils attendaient de toi. Quand tu cesses de jouer ce rôle, quand tu commences à exprimer tes vraies opinions, tes vrais désirs, tes vraies limites, certains vont se sentir trahis, certains vont te rejeter, certains vont essayer de te ramener vers l'ancienne version de toi qui leur convenait mieux. C'est douloureux, c'est déstabilisant, c'est effrayant. Mais voici ce que personne ne te dit clairement. Si tu ne passes pas par cette purge, si tu continues à sacrifier ton authenticité pour maintenir des relations basées sur le mensonge de qui tu es vraiment, tu vas te perdre complètement. Freud a révélé comment le surmoi tyrannique nous persécute avec des exigences impossibles, comment nous internalisons les voix critiques de nos parents et de la société au point où nous devenons nos propres geôliers. Les recherches en psychologie de l'authenticité montrent que la dissonance entre qui nous sommes vraiment et qui nous prétendons être crée un stress psychologique chronique qui se manifeste de multiples façons. Antonio Damasio a découvert que cette dissonance crée littéralement des conflits au niveau neurologique, avec différentes régions du cerveau activant des signaux contradictoires, créant une confusion interne qui épuise nos ressources cognitives et émotionnelles. Les études sur le bien-être révèlent que l'authenticité est l'un des prédicteurs les plus forts de la satisfaction de vie, plus important même que le succès matériel ou la reconnaissance sociale. Mais l'authenticité a un prix. Elle demande un courage immense parce qu'elle implique de risquer le rejet,
de risquer la désapprobation, de risquer de perdre les structures de sécurité que nous avons construites autour de notre faux self. Marc Aurèle enseignait que vivre selon sa propre nature, selon ce que les stoïciens appelaient le logos intérieur, est le seul chemin vers la tranquillité d'âme. Mais cette nature authentique n'est pas nos impulsions superficielles, ce n'est pas faire tout ce qui nous passe par la tête sans considération pour les autres. C'est quelque chose de plus profond. C'est cette essence de qui nous sommes vraiment quand tous les conditionnements sont enlevés, quand toutes les peurs sont mises de côté, quand toutes les stratégies de survie sociale sont abandonnées. Découvrir cette essence demande le travail dont nous avons parlé, l'intégration de l'ombre, la discipline de l'action, le détachement du regard extérieur, la transformation de la souffrance, la pratique de la solitude fertile. Tous ces éléments convergent vers ce moment où tu peux enfin te tenir debout dans ta vérité complète. Commence par une vérité difficile par jour, commence petit, mais commence vraiment. Aujourd'hui, dans une interaction, dis quelque chose de vrai que tu aurais normalement censuré. Pas quelque chose de cruel ou d'inutilement provocateur, mais quelque chose d'authentique que tu retiens habituellement par peur de la réaction. Peut-être c'est exprimer un désaccord dans une conversation où tu acquiescerais normalement par conformité. Peut-être c'est partager un sentiment vulnérable avec quelqu'un de proche. Peut-être c'est établir une limite claire là où tu te sacrifierais normalement. Observe ce qui se passe, observe la peur qui monte avant, observe la libération qui vient après, observe comment les gens réagissent vraiment plutôt que comment tu imaginais qu'ils réagiraient. La plupart du temps, tu vas découvrir que ta peur était disproportionnée, que les gens respectent l'authenticité même quand ils ne sont pas d'accord, que dire ta vérité crée une profondeur de connexion que la performance ne peut jamais créer. Mais cette authenticité, cette capacité à vivre depuis ton centre authentique révèle quelque chose d'encore plus profond. Elle révèle que tous les buts que tu poursuivais, tous les objectifs que tu pensais être les tiens, pourraient ne pas l'être du tout. Et c'est là que le dernier niveau de transformation devient possible. C'est là que l'homme vraiment imparable émerge. Ce vide après avoir tout accompli extérieurement, tu le connais peut-être déjà. C'est ce moment où tu atteins un objectif que tu poursuivais depuis des années, et au lieu de la satisfaction attendue, tu ressens juste une brève décharge de dopamine, suivie par ce sentiment de creux, cette question silencieuse mais insistante, est-ce vraiment tout? Est-ce pour cela que j'ai sacrifié tant de choses? Est-ce que c'était vraiment mon but ou celui de quelqu'un d'autre? Les hommes les plus réussis selon les critères externes vivent souvent cette crise existentielle profonde. Ils ont la maison, la carrière, la reconnaissance, le statut, tout ce que la société dit que nous devrions vouloir, et pourtant ils se sentent vides, déconnectés, comme s'ils avaient grimpé une échelle pendant des décennies pour découvrir qu'elle était appuyée contre le mauvais mur. Jung a découvert que la crise de la mi-vie, ce moment où tout semble s'effondrer malgré le succès extérieur, est en réalité une invitation de l'inconscient, un appel à abandonner la quête du ego et à commencer la vraie quête du self, à lâcher les buts imposés de l'extérieur et à découvrir ce qui résonne vraiment avec notre essence profonde. L'homme imparable ne suit plus les buts qu'on lui a donnés. Il crée le sens depuis son âme intégrée. Cette phrase contient la clé finale, la transformation ultime qui sépare ceux qui restent esclaves de l'ambition externe de ceux qui deviennent vraiment souverains dans leur propre vie. Adler parlait de la différence entre la finalité fictive imposée et le but authentique qui émerge de notre centre véritable. La finalité fictive est ce but que nous poursuivons parce que nous pensons qu'il va nous donner ce que nous cherchons vraiment, bonheur, valeur, paix, amour. Mais c'est une fiction dans le sens où le but externe ne peut jamais combler le besoin interne. Tu peux accumuler tout le succès du monde et rester vide à l'intérieur si ce succès ne vient pas d'une expression authentique de qui tu es. Le but authentique émerge quand tu as fait tout le travail dont nous avons parlé, quand tu as intégré ton ombre, développé ta discipline, détaché ton estime du regard externe, transformé ta souffrance, cultivé ta solitude fertile et embrassé ton authenticité.
À ce point, quelque chose de nouveau devient visible. Une direction qui n'est pas imposée de l'extérieur, mais qui émerge de l'intérieur. Lisa Feldman-Barrett explique que le cerveau fonctionne comme un système prédictif qui crée constamment des modèles de ce qui va nous apporter satisfaction et signification. Mais ces modèles sont basés sur nos expériences passées et sur les messages culturels que nous avons internalisés. Quand nous fonctionnons depuis ces modèles sans les questionner, nous poursuivons des buts qui sont en réalité des prédictions de ce qui devrait nous satisfaire, plutôt que des expressions de ce qui nous satisfait réellement. La logothérapie de Viktor Frankl est entièrement construite sur cette idée que le sens ne peut pas être trouvé ou imposé de l'extérieur. Il doit être créé de l'intérieur à travers un processus profondément personnel de découverte de ce qui résonne avec notre essence unique. Frankl a survécu au camp de concentration en se concentrant sur le sens qu'il pourrait créer de cette expérience, sur le livre qu'il pourrait écrire, sur la contribution qu'il pourrait faire. Ce sens n'était pas donné par les circonstances, il était créé malgré les circonstances les plus horribles imaginables. Questionne chaque but que tu poursuis actuellement, qui l'a vraiment choisi. Est-ce que c'est ton père qui voulait que tu sois médecin ou avocat? Est-ce que c'est la société qui dit qu'un homme réussi doit avoir telle position ou tel niveau de richesse? Est-ce que c'est ton besoin de prouver quelque chose à ceux qui ont douté de toi? Est-ce que c'est ta peur de ne pas être assez si tu ne continues pas à grimper cette échelle? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient vraiment de ton self, profond, quelque chose qui ferait sens même si personne ne le voyait jamais, même si personne ne t'applaudissait, même si cela ne t'apportait aucun statut ou reconnaissance externe? Cette distinction est cruciale. Les buts du ego sont toujours en relation avec les autres. Ils cherchent à prouver, à impressionner, à être validés. Les buts du self sont auto-justifiés. Ils ont du sens en eux-mêmes, indépendamment de la réaction externe. Les recherches en neurobiologie de la motivation montrent que quand nous poursuivons des buts intrinsèquement motivés, nos circuits de récompense fonctionnent différemment. Il y a une activation soutenue, plutôt qu'une décharge courte et intense. Il y a une satisfaction profonde dans le processus lui-même, plutôt que seulement dans le résultat. Il y a une résilience beaucoup plus grande face aux obstacles, parce que la motivation ne dépend pas de facteurs externes. Richard Davidson a prouvé que les personnes qui vivent selon des buts alignés avec leurs valeurs profondes montrent des patterns d'activité cérébrale associés au bien-être durable, avec une activation accrue du cortex préfrontal gauche et une régulation émotionnelle plus stable. Stanislas Dehaene explique que la conscience de soi la plus profonde implique cette capacité de se poser des questions métacognitives sur nos propres processus mentaux, sur pourquoi nous voulons ce que nous voulons, sur d'où viennent nos désirs. Sénèque enseignait que la sagesse émerge quand nous cessons de poursuivre ce que les autres nous disent de vouloir et que nous commençons à cultiver ce qui a vraiment de la valeur. Pour les stoïciens, cette valeur véritable était la vertu, cette capacité de vivre selon la raison et selon notre nature profonde. Mais au-delà du vocabulaire stoïcien spécifique, le principe reste universel. Tu ne seras jamais satisfait en poursuivant les buts d'un autre, même si tu les atteins tous. La seule satisfaction durable vient de l'expression authentique de qui tu es vraiment, à travers des actions et des créations qui ont du sens pour toi intrinsèquement. Camus affirmait que dans un univers absurde, sans sens imposé de l'extérieur, nous avons la liberté radicale et la responsabilité de créer notre propre sens. Cette liberté est terrifiante parce qu'elle implique que nous ne pouvons plus nous cacher derrière les excuses, nous ne pouvons plus blâmer les circonstances ou les autres pour notre manque de direction. Mais c'est aussi profondément libérateur parce que cela signifie que nous pouvons choisir, vraiment choisir, ce qui va définir notre vie. Commence par faire l'inventaire de tous tes buts actuels, écris-les tous sans censure. Ensuite, pour chaque but, pose-toi ces questions brutalement honnêtes. D'où vient ce but? Qui serais-je en train d'impressionner si je l'atteignais? Est-ce que je le poursuivrais si personne ne savait jamais que je l'ai atteint? Est-ce que le processus lui-même a du sens pour moi?
ou seulement le résultat final? Est-ce que ce but m'amène plus près de mon self authentique ou plus loin? Tu vas probablement découvrir que certains de tes buts les plus chers sont en réalité des fantômes, des désirs qui ne sont pas vraiment les tiens, mais que tu as adoptés sans un questionnement. Et c'est douloureux de lâcher ces buts, même quand tu reconnais qu'ils ne sont pas vraiment les tiens, parce que tu as peut-être investi des années à les poursuivre. Mais ce lâcher-prise est nécessaire pour créer l'espace où ta vision souveraine peut émerger. La vision souveraine n'est pas une ambition plus grande ou plus spectaculaire, c'est quelque chose de qualitativement différent. C'est cette clarté qui émerge quand tous les autres éléments que nous avons explorés sont en place, quand ton nombre est intégré, quand ta discipline est établie, quand ton estime est détachée du regard externe, quand ta souffrance est transformée, quand ta solitude est fertile, quand ton authenticité est vécue. À ce point, tu n'as plus besoin de chercher ta direction, elle se révèle d'elle-même, elle émerge naturellement comme l'expression de ton self individualisé. Et maintenant, tout converge vers cette compréhension finale qui va tout rassembler. Nous avons voyagé ensemble à travers les 7 couches de la transformation qui créent un homme véritablement imparable. Pas imparable dans le sens invincible aux circonstances externes, pas imparable dans le sens que rien ne peut te blesser, mais imparable dans le sens que plus rien ne peut te faire perdre ton centre, plus rien ne peut te déconnecter de ton self authentique, plus rien ne peut te voler ton sens et ta direction. L'homme imparable n'est pas celui qui ne tombe jamais, c'est celui qui a intégré ses chutes dans sa puissance, qui a transformé chaque échec en leçon, chaque blessure en sagesse, chaque moment de faiblesse en opportunité de croissance. Jung a passé sa vie entière à étudier ce processus d'individuation, cette lente émergence du self authentique à travers l'intégration de tout ce qui était fragmenté, refoulé, projeté. Et ce qu'il a découvert, c'est que ce processus n'est jamais vraiment terminé. C'est un chemin qui se déroule continuellement, chaque niveau d'intégration révélant une nouvelle profondeur à explorer. Comprends quelque chose d'essentiel. Tout ce que nous avons exploré n'est pas une formule à appliquer mécaniquement, c'est une invitation à un voyage intérieur qui sera unique pour chaque homme. Les principes sont universels. L'ombre doit être intégrée, la discipline doit être construite, le détachement doit être cultivé, la souffrance doit être transformée, la solitude doit être embrassée, l'authenticité doit être vécue, la vision doit être créée depuis l'intérieur. Mais la manière dont ces principes vont se manifester dans ta vie sera complètement personnelle. Elle sera colorée par ton histoire unique, tes blessures spécifiques, tes dons particuliers, tes circonstances individuelles. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de hack, il n'y a que le travail patient et soutenu de devenir qui tu es vraiment, au-delà de tous les masques et toutes les défenses. Les neurosciences nous disent que le cerveau peut changer à tout âge, que la neuroplasticité continue toute la vie. Tu n'es pas condamné à rester prisonnier des patterns établis dans ton enfance ou ton adolescence. Mais le changement neurologique profond demande plus qu'une compréhension intellectuelle. Il demande une pratique répétée, une action constante, une volonté soutenue, même quand la résistance monte. Chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que la performance, tu renforces les circuits neuronaux de l'intégrité. Chaque fois que tu agis depuis ta discipline, plutôt que ta motivation fluctuante, tu renforces les circuits du contrôle exécutif. Chaque fois que tu transformes consciemment ta souffrance, plutôt que de la refouler, tu renforces les circuits de la résilience. C'est un processus cumulatif. Chaque petit choix construit sur le précédent, créant progressivement une structure psychologique et neurologique qui peut supporter n'importe quelle tempête. Sénèque disait que les difficultés sont les occasions que la vie nous donne de pratiquer la vertu, de développer notre caractère, de devenir plus fort. Cette perspective stoïcienne n'est pas du positivisme naïf qui prétend que tout arrive pour une bonne raison. C'est une reconnaissance réaliste que la difficulté est inévitable et que notre pouvoir réside dans notre réponse à cette difficulté.
L'homme imparable a intégré cette sagesse à un niveau profond. Il ne cherche plus à éviter la difficulté, il ne se plaint plus quand elle arrive, il la reconnaît comme une opportunité de pratiquer tout ce qu'il a appris, de tester l'intégration de son ombre, la solidité de sa discipline, la profondeur de son détachement, l'efficacité de sa transformation, la fertilité de sa solitude, l'authenticité de son expression, la clarté de sa vision. Maintenant, regarde ta propre vie avec ces nouveaux yeux. Combien de ces 7 éléments sont déjà présents? Où sont les fractures qui demandent encore à être intégrées? Où est-ce que tu résistes encore au travail nécessaire? Où est-ce que tu te mens encore à toi-même? Cette honnêteté brutale est le point de départ. Tu ne peux pas transformer ce que tu refuses de voir. Tu ne peux pas intégrer ce que tu continues à refouler. Tu ne peux pas devenir imparable si tu restes attaché à l'image que tu veux projeter plutôt qu'à la réalité de qui tu es. Le chemin est simple, mais il n'est pas facile. Il demande tout. Il demande que tu meures à ton ancien self pour que ton self authentique puisse naître. C'est une mort symbolique, mais elle ressemble à une vraie mort, avec sa peur, sa résistance, son deuil. Mais de l'autre côté de cette mort se trouve quelque chose que tu as cherché toute ta vie sans peut-être le savoir, la liberté d'être pleinement toi-même, la force qui vient de l'intégrité complète, la paix qui naît quand plus rien à l'extérieur ne peut ébranler ce qui est solidement établi à l'intérieur. Alors je te pose cette question finale qui va résonner longtemps après que tu aies fini d'écouter ces mots. Es-tu prêt à commencer ce voyage? Es-tu prêt à descendre dans ta propre ombre et à en ramener la lumière? Es-tu prêt à construire la discipline qui va transformer tes intentions en réalité? Es-tu prêt à détacher ton estime du regard des autres et à la fonder sur ta propre vérité? Es-tu prêt à transformer ta souffrance en sagesse plutôt que de la porter comme un fardeau inutile? Es-tu prêt à embrasser la solitude fertile où ton self peut vraiment se révéler? Es-tu prêt à vivre ton authenticité, même si cela coûte des relations qui étaient basées sur ton masque? Es-tu prêt à créer ta vision souveraine plutôt que de poursuivre les buts que d'autres t'ont donnés? Si la réponse est oui, alors tu as déjà commencé à devenir imparable. Si la réponse est non, ou pas encore, alors au moins tu sais maintenant où se trouve le chemin, et il sera là quand tu seras prêt à le prendre. Le secret des hommes imparables n'est pas un secret du tout. C'est un chemin ancien que Jung, Freud, Adler, les neuroscientifiques, les philosophes existentiels et les stoïciens ont tous pointé de différentes manières. C'est le chemin de l'intégration totale, le chemin de devenir pleinement humain en embrassant tout ce que tu es, lumière et ombre, force et faiblesse, succès et échec, joie et souffrance. C'est le chemin qui transforme un homme ordinaire en quelque chose d'extraordinaire, non pas extraordinaire aux yeux du monde, mais extraordinaire dans le sens le plus profond, extraordinaire, au-delà de l'ordinaire, libre des chaînes qui retiennent la plupart des hommes dans une vie de performance épuisante et de désespoir silencieux. Ce chemin t'attend, il t'a toujours attendu. La seule question est, quand vas-tu faire le premier pas ?